Ce qu'on va entendre aujourd'hui là sur cette table ronde, c'est pas du tout des discours experts, c'est vraiment des paroles qui sont incarnées. C'est des expériences vécues, parfois complexes, mais en tout cas toujours vraies et surtout authentiques. Là, vous avez des personnes qui vont parler vraiment. On va parler de stéréotypes, on va parler de représentation, de préjugés, mais surtout de comment ensemble on peut, encore une fois, on l'a beaucoup répété, mais c'est le credo de la journée, oser changer les codes. Pour ça, chacun et chacune ici a un rôle à jouer, même vous, public. On espère que vous aurez plein de questions à nous poser après cette table ronde. Donc, bienvenue dans cet espace où on espère bousculer les choses. Pour commencer, je propose qu'on fasse un rapide tour de table, en commençant par Laurie, par exemple, en une petite minute ou deux pour vous présenter pourquoi vous êtes parmi nous, d'où vous nous parlez aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Laurie Thébault, je suis l'une des cofondatrices du Labo Indigo et aujourd'hui je suis aussi la déléguée générale. Le Labo Indigo, c'est une association qu'on a conçue pour en découdre avec la mode standardisée parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes à la fois ne trouvaient pas les vêtements qu'elles désiraient par défaut de conception justement et de prise en compte de certaines spécificités, notamment par exemple un handicap, des difficultés motrices ou une certaine morphologie ou une maladie. Et en fait, le problème ne vient absolument pas des gens, mais de la conception des vêtements. Donc nous, on a vraiment souhaité créer une asso pour répondre à cette problématique-là. Et ensuite, on a aussi développé tout un tas d'actions autour des représentations, notamment à travers les défilés de mode. Et ça, c'était l'idée de Gabi. Donc voilà, un grand merci à elle. En organisant des défilés de mode ouverts à absolument tout le monde. Voilà. Sans standard, du coup. De taille, de morphologie, d'âge et que sais-je. Voilà. Et on intervient aussi auprès d'écoles de mode, de stylisme et de modélisme pour que justement dès les études, les étudiants et les futurs professionnels du coup qui vont rentrer sur le milieu du travail dans la mode soient au fait de ces spécificités à prendre en compte et qu'ils développent aussi des compétences dès leurs études. Voilà. Je suis pas trop pipelette. Parfait. Gabrielle. Bonjour, alors moi c'est Gabrielle. Comme Laurie vient de l'annoncer, je suis donc l'une des cofondatrices du Labo Indigo et la présidente. Et je suis là pour présenter l'association et parce que je suis une personne en situation de handicap, donc forcément le festival Ose bouger les codes me parle. Parce que dans ma vie personnelle ainsi que dans mon parcours de femme, j'ai été confrontée aux standards et au discours validiste. Donc voilà, je suis là pour en découdre avec le validisme et la mode standardisée. Merci. Bonjour à tous, je suis Mehdi, membre actif du Labo Indigo, intervenant et clown à César perdu. Non mais plus sérieusement, je suis directeur e-sport. En fait, du coup, j'ai été manager pendant 7 ans et demi et aujourd'hui j'occupe le rôle d'un directeur e-sport, donc c'est-à-dire la compétition du jeu vidéo. Voilà, en tant que sport directement. Et du coup, dans mon rôle, en fait, j'encadre des jeunes tout au long de leur carrière pour devenir donc des joueurs professionnels et leur permettre d'atteindre le meilleur niveau sur certains jeux. Voilà, tout simplement. Et je suis là aujourd'hui pour parler de mon parcours et pour permettre aux gens de comprendre comment les aider à avoir confiance en eux, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi c'est Inès, pardon. Donc moi je fais une thèse à la région où j'ai fait tester plutôt, puisque là je suis plutôt dans une phase d'écriture. J'ai fait tester une méthode qui me permet de tenir debout, puisque comme vous l'aurez compris, je suis porteuse de plein de handicaps qui ne se voient pas, et en fait pour autant je jouis de la vie. Et j'adore la vie que je mène. Et je suis aussi une maman. Et je suis depuis peu, en fait, membre de Intime Agir, puisque j'ai à cœur de, en fait, partager comment on peut être et porteuse de handicap et jouir de la vie, tout simplement. Voilà. Donc, ravie d'être là aujourd'hui.
Merci à tous. Donc on a vu dans ces 4 vidéos que les profils décrits sont très différents et pourtant il y a quelque chose qui se recoupe, c'est ce manque de représentation du handicap dans la société. On peut citer des chiffres, moins de 1% des personnes que vous voyez dans les médias tout confondus sont en situation de handicap. Ça veut dire que quand on est handicapé ou quand on devient handicapé en cours de vie, c'est extrêmement difficile de se projeter parce qu'on n'a pas de modèle qui nous ressemble, on n'a pas d'histoire qui pourrait nous donner la vision de ce que pourrait être une vie en situation de handicap. Et Inès, je vais commencer par toi. Pourquoi, à ton avis, il est important de défaire les stéréotypes autour du handicap ? Alors pour moi c'est important de les défaire parce que je trouve qu'ils n'apportent pas des choses très agréables et qu'ils contribuent plutôt à en fait détruire et à en fait séparer, alors que je crois qu'en fait en tout cas moi ce qui m'importe et ce qui nous importe ici je crois c'est de nous réunir et de trouver des espaces où on peut communiquer, faire ensemble. Voilà, donc pour moi c'est même une urgence et je crois que c'est pour ça qu'on est là. Il est urgent d'oser changer les codes. Ouais. Et justement, Gabrielle, quand tu t'es présentée, tu nous as dit que dans ton parcours personnel, tu avais eu affaire à ces stéréotypes, à ces préjugés dans ta vie de femme. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Inès et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a motivé dans ton parcours personnel Alors moi, je suis dans ma vie personnelle, je suis maman d'une petite fille également en situation de handicap et j'ai grandi avec effectivement une certaine vision de la femme handicapée. Malheureusement, pendant très longtemps, comment je peux expliquer ça, dans la société, on a énormément de mal à concevoir qu'une femme en situation de handicap puisse plaire à un homme, tel qu'il soit, qu'elle soit en fauteuil roulant ou qu'elle soit malvoyante ou malentendante. Dans la société, encore aujourd'hui, on a du mal à percevoir la femme handicapée comme une femme séductrice, sensuelle et sexuelle, en fait. Voilà, donc effectivement, pour moi, c'est dommage parce que j'estime que même si on a nos particularités chacune, ça n'empêche pas qu'on est belle chacune à notre manière et que pourquoi on pourrait plaire à n'importe quel homme, même si on est en fauteuil roulant, en fait. Et c'est ça que j'essaye de montrer à ma fille, justement, en lui disant, mais c'est pas parce que tu es en fauteuil que tu ne trouveras pas d'amoureux plus tard. Et effectivement, vu qu'il n'y a pas de représentation des personnes handicapées dans les médias, à la télévision ou même dans les magazines de mode, les magazines féminins, effectivement, nous, en tant que femmes handicapées, on n'a pas de modèle à qui se référer, en fait. Voilà. Les créer, donc. Voilà. Laurie, Mehdi, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ? Effectivement, ce que dit Gabi, se vérifie énormément dans la mode, à tel point qu'il n'y a même pas de chiffres au niveau des représentations des personnes en situation de handicap, donc on peut très bien imaginer que c'est bien en dessous des 1%. C'est même pas un sujet, c'est même pas étudié. Alors que nous, on le voit à travers les défilés, quand justement on met vraiment toute personne sur un podium de mode, c'est absolument magnifique. Et vraiment, on est en tant qu'espèce humaine, on se prive de quelque chose, je pense. En étant très standardisé et c'est d'un ennui. Et le problème aussi, c'est que le message que ça envoie aux gens quand il y a des critères de beauté ou de sélection ou de normes dans la mode qui sont extrêmement rigides, irréalistes, etc. Le message en filigrane, c'est vous êtes trop ci, vous n'êtes pas assez ça, tel que vous êtes, c'est pas bien. Et quand on fait l'inverse, c'est le message inverse qu'on délivre, c'est tel que vous êtes, c'est très bien. C'est même magnifique. Et c'est aux vêtements et c'est aux tenues à s'adapter à vous. Et c'est pas l'inverse. Voilà. Mehdi, tu voulais réagir ?
Ouais, du coup moi je vais plus parler de mon milieu parce que du coup dans le domaine où je suis, à la base on parle du domaine du jeu vidéo comme quoi c'est un milieu où il n'y a pas de stéréotypes et normalement c'est un milieu qui est censé faire tomber les barrières. Et en fait quand je me suis plongé dedans, effectivement quand on est en distanciel ou en ligne, effectivement il n'y a pas de barrière. Mais une fois qu'on se rend dans le physique et c'est là où ça m'est sauté aux yeux. Une fois que j'ai commencé à monter dans la compétition et être reconnu en France, bah j'étais la seule personne et le seul manager en France à être en fauteuil roulant électrique, et beaucoup étaient étonnés de voir une personne en situation de handicap s'occuper de valides, de jeunes joueurs. Et bah en fait il s'est avéré que j'ai voulu combattre ça directement et montrer que c'est pas parce que je suis en fauteuil que je peux pas manager des jeunes, je peux pas m'occuper de la logistique, que je peux pas m'occuper de l'administratif, parce que j'ai un cerveau, j'ai un cœur. Le but est de comprendre les gens et de comprendre le fonctionnement de certaines situations. Et en fait, ça n'empêche pas d'être en fauteuil. Et je pense que plus on se montre, plus on comprend en fait comment le monde fonctionne, et plus on pourra enlever les stéréotypes des gens, quoi. Voilà. Oui. Effectivement, il faut qu'on devienne visible. Et c'est grâce à des journées comme celle-là, c'est grâce au labo, c'est grâce au travail que tu fais, et aux prises de parole aussi qu'on peut faire sur les réseaux, les uns les autres, que les choses peuvent changer. Est-ce que déjà il y a des questions dans la salle par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? On peut prendre une ou deux questions. Merci. Moi, j'aurais aimé vous poser la question de savoir s'il y a des mots qui vous dérangent. Je sais plus qui tout à l'heure a parlé de validité ou de syndrome de validisme. De validisme, voilà, par exemple. Effectivement, quand on a des personnes qui emploient le terme valide, ou qui serait l'inverse de non valide ou d'invalide, enfin je sais pas quoi. Ouais. Moi, je sais pas comment ça peut être perçu. Moi, ça me dérange personnellement, mais je suis pas forcément le premier concerné. Après, un autre exemple, moi, mais certains d'entre vous l'emploient eux-mêmes, c'est quand on parle de personnes porteuses de handicap. Je trouve pas ça très, très joli non plus, mais je voulais savoir si vous, il y avait des mots qui vous heurtaient, ou est-ce que les mots sont importants ou pas? Ouais. Ou est-ce que finalement, ça peut être secondaire Alors, voilà. Déjà, si vous me permettez, je vais, donner la définition du validisme, parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas utilisé dans la journée. Donc le validisme, c'est un système d'oppression que subissent les personnes handicapées par la société, qui tendrait à dire que la validité est la norme à atteindre, et que tout corps différent, déficient parce que il voit mal, il entend mal, il ne marche pas, etc., devrait être absolument réparé, et qu'on devrait tendre tous, personnes handicapées, vers cet idéal valide. Et du coup, ça nous met, nous, dans un système où on devrait passer notre vie à vouloir redevenir ou devenir l'image qu'on a de quelque chose de normal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile au quotidien à vivre, parce que le validisme, il se niche dans vraiment beaucoup d'endroits. Il est un peu omniprésent dans le milieu médical, dans l'emploi, dans l'éducation, dans la mode, etc. On part du principe que il y a une norme à atteindre et que on devrait être réparé. Alors, on peut peut-être chacun à notre tour donner un mot qui nous dérange. Si tu voulais rebondir sur le validisme? Non, en fait, alors. Ouais, merci. Alors, en fait, moi, dans mon cas, il n'y a pas de mots en particulier qui me dérangent. Ce qui vient me chercher plutôt, c'est les mots qu'on n'ose pas dire. Parce que finalement, si quelqu'un dit un mot et que ça vient me chercher, je vais plutôt me questionner pourquoi ça vient me chercher. Mais moi, ce qui m'embête, c'est plutôt les mots qu'on n'ose pas dire. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais que j'aime les paroles qui osent dire, comme ici, dans cet espace où on ose dire oui à certains mots qu'on ne s'autorise pas. Et on ose y aller franchement. Donc, moi, pour te répondre, c'est plutôt les mots qu'on n'ose pas dire. De dire oui, j'ai un handicap, oui, j'ai mal, oui, j'ai besoin d'aide, oui, je me sens sexy et handicapée, et oser dire les mots. Donc, moi, le problème, il est plutôt là.
Je suis d'accord avec ce que dit Inès. Moi, j'ai pas de mots qui me heurtent. C'est pas les mots. C'est plutôt comment je vais formuler ça. C'est plutôt le fait que la personne valide entre guillemets pense à ma place ou estime avoir le droit de penser à ma place. Quand on dit à une personne en fauteuil, oui, mais tu ne pourras pas faire ceci ou cela parce que tu es en fauteuil, alors qu'elle a même pas essayé et que peut-être qu'elle demande juste à traverser la rue pour aller chez le voisin, j'en sais rien moi. Mais voilà, en fait, c'est pas les mots qui heurtent, c'est le fait de poser une limite à la personne handicapée. Moi, j'emploie le mot handicapé, j'ai pas peur de l'employer, en fait. J'emploie, parce que voilà, j'ai pas peur de l'employer. Moi, il ne me heurte pas. Donc, c'est le fait, oui, d'imposer une limite à la personne handicapée. Et, ou de penser à notre place, ou de faire des discours à notre place aussi, comme font pas mal de politiciens. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Je rejoins mes deux compères. Je pense que le problème aujourd'hui dans la société, c'est pas, c'est comme elle a dit, le problème c'est qu'on ne dit pas les choses en fait. C'est qu'on cache. On a envie de cacher au lieu de dire. Et là où je voulais rebondir avec sur ce que t'as dit Amélie sur le validisme, au final, pareil dans mon parcours et dans mon métier, il y a des personnes valides qui sont plus handicapées que moi et qui ont moins de problèmes que moi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le handicap commence par nos propres croyances, en fait, parce qu'on se sent capable de faire. Et comme je dis, j'ai des jeunes qui sont soit en sortie scolaire, soit en faculté, et qui ont aucun problème de santé et qui en fait sont plus handicapés que moi parce qu'ils ne savent pas, ont peur, pensent savoir mais ne savent pas. Je pense que le problème d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a trop caché. On a voulu normaliser les choses alors que en fait 99% de la société est handicapée d'une certaine manière, quoi. Voilà. Eh bien justement, tu voulais moi, je suis pas porteuse de handicap du tout, voilà. Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est l'expression quand on dit un défilé de mode inclusif ou la mode inclusive, etc. Parce que ça vient nous rappeler que c'est pas atteint en fait, et que c'est pas ça la référence. Le fait d'avoir tout n'importe qui sur scène, si t'es obligé de préciser que ça va être un défilé inclusif, c'est un peu on est gentil, on vous laisse rentrer dans le truc. Et moi je me dis mais ça devrait pas, on devrait même pas avoir à le dire, ça devrait être la base, la référence, pas la norme, la référence, le truc qu'on a l'habitude de faire. Et c'est pour ça me dérange beaucoup ce terme-là, parce que ça nous rappelle qu'on est très très loin du compte. Et ça crée encore un défilé à part, un truc à part, une mode à part, un événement à part et tout. Et je sais que c'est pas du tout partagé là ce que je viens de dire. Il y a plein de gens qui l'utilisent ce terme-là, mais nous avec Gabi on est un peu d'accord là-dessus. Ça vient nous rappeler que on est très 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 loin. Voilà. Oui, parce que inclure, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont exclus. Et du coup, on les fait rentrer dans un truc préexistant au lieu de réinventer le truc en question. Et juste, ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, au labo, vous réinventez les choses. Et du coup, comment ce labo Indigo là défend les valeurs de la diversité? Alors, du coup, nous, on s'est même pas posé la question de on a une valeur de diversité, etc. En fait, on s'est rendu compte par la force des choses que si on est plusieurs personnes différentes avec des points de vue différents autour de la table, ce qu'on construit, ça marche plus. Par exemple, au début, j'ai eu l'idée dans mon coin de faire un projet autour de ça.
Mais l'idée que j'avais au tout début, elle a rien à voir avec ce que Gabi a apporté, ce que Mehdi apporte, ce que d'autres membres du labo ont apporté. Et en fait, c'était essentiel d'être à plusieurs avec des regards et des expériences vécues qui sont complètement différentes pour que finalement ça fonctionne. Et par exemple, Gabi, ce qu'elle a amené, c'est la partie non mais c'est bien joli de faire des vêtements, mais en fait, s'il n'y a pas les représentations qui changent et les défilés qui évoluent, il manquera vraiment une grosse pièce dans le projet, ça sera pas complet. Et ça, moi, j'aurais pas trop pu le savoir ou alors j'aurais peut-être mis du temps à y arriver, quoi, sans Gabi, par exemple. Et c'est pareil quand on crée des vêtements, s'il manque le couturier, ça marchera pas. S'il y a pas la personne elle-même concernée par les difficultés d'habillement, ça marchera pas. Et toi, Gabi, ce que t'as fait quand des étudiants nous ont proposé de faire un défilé, où il y avait que leur projet, c'était que des personnes handi qui défilent. Toi, t'as dit non, s'il vous plaît. Alors moi j'ai dit non pour la simple et bonne raison que j'ai grandi en institution pour personnes handicapées moteurs et que déjà quand on est dans ce genre d'institution, on est forcément entre personnes handicapées. Donc comment voulez-vous sensibiliser la société valide si on met les personnes handicapées à part? On peut pas. Et alors, je vais nuancer quand même mon discours, mon propos. Donc, on peut pas faire en sorte que la société soit sensibilisée au handicap si on encourage le fait que les personnes handicapées ont une mode à part, ont des droits à part ou des institutions, des écoles à part. Mais pour autant, parce que je l'ai vécu, je sais aussi que ça a aussi ses limites de vouloir faire l'extrême contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on comprenne qu'une personne handicapée, elle a effectivement des difficultés, et en fait ce qu'il faudrait c'est l'accompagner à pallier ces difficultés sans pour autant l'exclure de la société en lui faisant comprendre écoute t'es une charge, t'es un fardeau. Alors, on aurait voulu demander à Ania, là au moment de cette discussion, comment l'art dans la mode, l'art dans le jeu vidéo et l'art dans la musique peut contribuer à modifier les représentations auprès du public. On pourra peut-être lui poser la question quand elle arrivera. On a tous réagi. Si, encore une fois, il y a des questions dans le public, voilà, sur ce qu'on vient d'échanger. Est-ce que tu interpelles des choses que vous aimeriez savoir Voilà, je sais pas. Enfin, il y a quand même énormément de professionnels dans la salle. Je pense que vous avez quand même des questionnements quand vous accompagnez les personnes. Alors soit au quotidien selon vos postes, soit ponctuellement. Mais voilà, comment vous. Ok, c'est pas grave. Ok. Bonjour. Moi, j'avais simplement une question autour de la construction du Labo Indigo. C'est quoi l'histoire du projet, du groupe? Comment vous vous êtes trouvés, rencontrés? Comment les choses se sont mises en place? Voilà l'histoire. Merci. Alors, c'est une histoire de scrolling sur Internet. Un peu avant le Covid, et là j'étais en train de zoner comme ça, et je tombe sur une vidéo qui a été tournée aux États-Unis qui parle de Open Style Lab, qui est un projet où justement il a été cofondé par notamment une personne qui est elle-même en situation de handicap. Elle a les 2 bras paralysés. Et en fait, elle l'a créé parce que ce handicap-là, il est survenu au cours de sa vie, et en perdant l'usage de ses bras, là, elle s'est rendue compte que tout d'un coup, elle peut plus s'habiller comme elle aime. Et c'était une nana qui travaillait dans le marketing. Elle était un peu fashion victime sur les bords. Elle aimait bien être bien fringuée, avoir du style. Et tout d'un coup, tout ça, c'est plus accessible. Et les vêtements adaptés qu'on lui proposait, ils lui convenaient pas du tout. Et elle a dit ah ouais.
Eh ben non, on va monter un projet où justement on va mélanger des personnes qui ont un handicap et qui sont frustrées par l'offre existante, des ergothérapeutes, des designers de mode et puis aussi des ingénieurs, et ils les réunissent dans des programmes d'été où en fait c'est des défis créatifs et ils créent tout l'été des tenues. Alors moi j'ai vu ça et j'ai dit oh c'est sympa, et après j'ai vu le vêtement, j'ai fait oh je veux son manteau. Moi j'ai pas de handicap hein. Et en fait ils ont c'est ce vêtement, c'est cette beauté. Je me suis dit, oh, moi je suis entrepreneur, alors j'aime bien, et entrepreneur social. Alors j'aime bien quand il y a un problème pas à résoudre et que en plus de ça, faut utiliser de la créativité, réunir des gens et avoir du kiff parce que moi j'adore les fringues. Et du coup, ce désir-là, cette beauté-là, ce manteau, je l'ai trouvé absolument incroyable. Ça m'a donné envie de faire pareil. Et en fait, au tout début, j'ai vachement galéré parce qu'il y avait personne en situation de handicap autour de moi. Et c'était l'enfer. Enfin, tu peux pas y arriver tout seul. Et heureusement, à un moment, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des personnes, dont Gabrielle notamment. Et alors là, voilà, là ça a commencé à vraiment prendre. Et également, on a commencé à fédérer des couturiers, des couturières. Il y en a une dans la salle là, Marie-Jo. Et en fait, c'est vraiment allé petit à petit comme ça. On a commencé à en parler avec des personnes aux profils différents, et on a commencé aussi à créer des tenues en fait, avec Gabi, avec Amélie, en réfléchissant avec elle et avec eux, et plusieurs couturiers aussi. Et ce sur quoi Gabi après elle a dit bon c'est joli les vêtements c'est bien mais maintenant faisons des défilés, voilà. Et également les écoles de mode, ça c'est une couturière qui nous a dit oui vous êtes gentils mais nous dans nos écoles on n'apprend rien donc faudrait commencer par ça, et petit à petit ça s'agrège, voilà. En fait, les gens se rendent pas bien compte, mais quand on est en situation de handicap, s'habiller, ça relève un tout petit peu à devoir réfléchir à la pratique du vêtement, à la pratique du tissu, parce que nous, avec nos difficultés qu'on a, on peut pas forcément enfiler un jeans ou une veste au tissu rigide, parce qu'en fait, on a souvent des problèmes de spasticité dans les membres supérieurs et les membres inférieurs, et des problèmes de pouvoir passer le bras dans une veste ou dans un chemisier sans le casser, faut dire clairement les choses. Donc c'est pour ça, ça a l'air de rien comme ça, parce que là, moi je porte des vêtements que vous pourrez trouver vous-même en boutique. Mais quand je fais mes achats, je suis obligée de regarder le tissu. Je suis obligée de prendre des fois une ou deux tailles au-dessus pour pouvoir être à mon aise. Parce que si c'est trop cintré, eh ben je casse le tissu à cause de ma spasticité. Donc l'air de rien comme ça. Oui, on peut s'habiller comme tout le monde en boutique, mais non, on doit réfléchir élasticité, on doit réfléchir si le tissu il est solide ou pas. Et des fois, on est très déçu parce qu'on fait un achat et qu'au bout de 2 fois, on doit jeter. Voilà. Donc, c'est l'air de rien, mais ça commence comme ça en fait. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil autour de la table, je pense. Et le labo permet aussi du coup de se poser nous des questions sur nos vêtements et de se dire quelles adaptations, moi quand vous étiez arrivés, quels vêtements on pourrait adapter. Bah oui, j'avais ces 2 vestes en cuir que j'avais vraiment énormément de mal à enfiler, et on a fait un système de soufflet, d'élasticité dans le dos, et c'est des vestes qu'aujourd'hui on m'enfile parce que je peux pas m'habiller toute seule, que mes aidants m'enfilent beaucoup plus facilement. Et c'est une idée que j'avais dans la tête depuis des années, mais j'avais pas forcément de couturières autour de moi. Et c'est vrai que quand Gabrielle et Laurie m'ont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi pour t'aider, tout de suite, et ça change la vie. Et le labo a vraiment un super rôle à jouer dans la mode. Je peux rajouter un peu. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est un peu Mehdi aussi qui nous a fait la remarque, c'est que la mode, le vêtement, tous ces événements qu'on crée, ces actions collectives, en fait, c'est un support.
finalement, c'est un peu un prétexte à la rencontre, à développer son pouvoir d'agir, à mieux se connaître les uns les autres, à créer des liens, à créer aussi de l'enthousiasme, parce que rien qu'en agit, on était mort de rire en permanence. C'est hyper créatif, c'est hyper... on est vraiment dans la célébration de qui on est à travers les défilés, par exemple, et on crée ce sentiment d'appartenance petit à petit grâce à la communauté. C'est toi qui nous l'as dit. Moi, j'avais même pas vu parce que on le fait et puis on se pose pas jamais pour réfléchir. Et puis là, Mehdi, il dit mais tu sais là, on a une communauté en fait de personnes. On se retrouve. Le sujet, l'action, c'est autour du vêtement, faire évoluer la mode, faire évoluer tous ces codes là qui nous saoule en fait, voilà, oui, vas-y. La mode parle à tout le monde en fait. C'est vrai que c'est pour ça que je pense le labo Indigo s'agrandit, c'est parce que la mode c'est l'affaire de tout le monde en fait. Tout le monde a envie d'être bien habillé, tout le monde a envie d'être représenté sur le podium. Nous, vous le verrez demain au défilé, mais nous, on n'a pas de critères sur l'apparence. On n'a pas d'esprit de concurrence. Il n'y a pas de un tel est plus belle que l'autre. Il n'y a pas de jeunes, de moins jeunes. Voilà, on est ouvert à toutes les morphologies, à tout le monde en fait. Voilà. Donc c'est ce qui fait, je pense, notre force, c'est ce qui manque aujourd'hui au défilé qu'on peut voir à la télé et qu'on peut voir dans les magazines. Voilà. Merci pour ces explications au niveau un petit peu plus clair. Alors, le monde du jeu vidéo est peut-être un peu moins fédérateur, ça va peut-être parler à un peu moins de monde, mais en tout cas, on est ici pour changer les codes. Ouais. Mais dis, comment on change les codes en tant que manager ? On parle beaucoup. Et on montre en fait par soi-même ce qu'on peut faire. Et une fois que les gens voient qu'on peut faire, les gens se disent ah ouais mais en fait y a rien qui t'empêche de. Pourquoi pas donner l'idée à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre. Et de bouche à oreille en fait quand j'ai commencé le jeu vidéo, j'étais globalement l'un des premiers en France à partir sur des événements, et en fait de plus en plus des gens venaient demander comment tu fais machin et tout, et en fait en montrant qu'on peut, comme je dis, on change les codes quoi. Parce que dans le jeu vidéo, j'imagine que pour jouer, t'as des adaptations. Alors aujourd'hui, il y en a plein qui existent. Il y a plein de personnes, notamment une société basée à Toulouse, qui a un jeune avec son beau-père. Pour ceux qui ont envie d'avoir des adaptations HitClick, du coup ça existe. Moi j'ai appris, je me suis adapté en fait au matériel standardisé, parce que je joue depuis que j'ai 5 ans, et du coup j'ai pas eu le choix parce qu'à l'époque il y avait pas. Donc j'ai avec des combines moi-même en faisant de l'ergothérapie, je me suis adapté, et en fait ça a donné des idées à d'autres, à s'adapter, à comprendre ce dont ils avaient besoin. Et le plus important en fait, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est oser parler et dire ce qui va pas. Et pareil dans le jeu vidéo, pousser les portes en fait. Faut pas avoir peur d'aller demander et de pousser les portes et d'avoir une idée, de dire ok là en fait j'ai une idée, j'ai besoin de ça, qui aujourd'hui je peux trouver dans la société d'aujourd'hui qui pourrait m'aider et qui serait apte de suivre le projet quoi. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que justement le fait que toi tu aies eu besoin d'adaptation puisse inspirer d'autres personnes. Ouais. Il y a des exemples comme ça dont sans doute vous n'avez pas conscience, mais si vous avez des télécommandes pour vos télévisions, c'est parce que dans les années 50, 60, 70, il y a un ingénieur qui s'est cassé la jambe et puis qui pouvait plus aller appuyer sur le bouton. Alors je sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Moi oui, quand j'étais petite, fallait se lever, on se battait avec mes frères qui allaient se lever pour aller changer de chaîne. Et ce monsieur qui s'est trouvé bien embêté à pas pouvoir se lever, en étant ingénieur, a pensé à inventer la télécommande. Ou vos écrans tactiles qui à la base ont été pensés pour faciliter l'utilisation du téléphone aux personnes handicapées. Donc adapter au handicap, c'est aussi donner des facilités et des adaptations finalement au grand public. Inès, toi tu travailles sur un concept assez hors du commun.
qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est comme ça que tu changes les codes? Alors, oui. Alors, pour vous expliquer un peu, alors je fais une thèse en ressources humaines. Et en fait, justement, tu parlais de s'adapter. Et moi, comme la plupart des personnes qu'on a pu me entendre, j'ai trouvé que le monde du travail n'était pas adapté à ce que je vivais. En fait, honnêtement, j'observais le monde du travail et je me suis dit, je vais y aller, ils vont me bouffer tout cru. Je vais finir en burn-out, ou j'ai peut-être même me suicider, ou je sais pas. Franchement, je pensais pas y arriver, et ça me faisait peur. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce que je sois en doctorat et que récemment on m'aide à me accepter que le handicap c'est ma réalité. Qu'en fait, le point de départ de ma thèse et de ma vie, parce que finalement j'ai commencé les pratiques par en fait les arts, j'avais en fait 6 ans, puisque j'ai commencé, je voulais en fait partager 6 ans, je bégayais. Et je commençais à créer la méthode que je termine aujourd'hui, puisque vu que je bégayais, j'écrivais. Et vu que j'avais déjà une scoliose, je dansais. Je ne me rendais pas compte que déjà, dès l'enfance, je trouvais des astuces par les arts pour m'adapter au monde dans lequel je ne me sentais pas bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 31 ans, je fais un doctorat et je finis de conceptualiser une méthode qui s'appelle la méthode AMES, A-M-E-S, qui veut dire artefact, médiateur, esthétique et sensible. C'est une méthode basée sur les arts, ou enfin pas que, parce que je vais pas vous dévoiler la recette secrète de cette méthode, mais en fait c'est une méthode qui me permet de bien vivre ma relation à moi et aux autres. Donc résultat des courses, je vis une vie de kiff. J'ai fait de la politique, je danse, j'ai écrit, j'ai un enfant, je suis maman solo, j'ai une vie super excitante et justement peut-être plus excitante que certaines personnes qui n'ont pas mes handicaps et qui s'empêchent parce que j'ai créé cette en fait méthode parce que ça ne me convenait pas. Et au lieu de rester dans tout ce qu'on m'a balancé de tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, moi je me suis plutôt juste dit je suis vivante. Je crois en la réincarnation, mais quand même, j'ai envie de kiffer cette vie. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, est-ce que je reste dans mon coin et puis je me laisse mourir là? J'aurais pu. Ou est-ce que je choisis d'arrêter de vivre? Ça m'a traversé l'esprit comme peut-être certains d'entre vous. Et en fait, j'ai choisi de vivre. Donc, j'ai créé cette méthode. Et aujourd'hui, ce qui me plaît de vous partager, c'est que c'est une thèse où je m'adresse à des managers. Mon public, ce sont les managers de la région Grand Est. Et la région Grand Est, elle m'a ouvert les bras parce que eux ont su voir la plus-value de mes handicaps que je sais maintenant valoriser. Et je sais que ça fait partie maintenant de mon truc en plus, quoi. Donc aujourd'hui, en effet, je suis contente de vous dire que peut-être que dans quelques mois, je pourrais vous former à la méthode AMES pour pouvoir prendre soin de votre relation à vous et de vos relations aux autres pour justement aller vers, je te rejoins, ce monde juste humain, quoi. Ce monde qui est respectueux du vivant. Parce que même si moi, le mot ne me heurte pas, je te rejoins dans l'idée dans l'idéal, moi, ça me plairait beaucoup de vivre dans un monde où on s'en fiche de ta vulnérabilité, la forme qu'elle prend, en fait. Donc, moi, c'est plutôt ça qui m'a dit, mais je te rejoins, c'est un peu, mais moi aussi, je me sens découragée parfois quand je me dis, il y a besoin que dans ma thèse, j'exprime que c'est le point de départ de cette méthode, c'est les arts handicapés. Mais en fait, je me suis tellement, posé des questions pour moi-même m'adapter que c'est en vous rencontrant et en rencontrant des chercheurs qui m'ont dit, mais attends, en fait, ton point de départ, c'était une femme qui a plein de handicaps et ta méthode, trouve son origine là. Je me suis dit, mais c'était tellement intégré que l'adaptation, même mon kiné, il me l'a dit, mais il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte de tous les efforts que tu fais au quotidien pour t'adapter parce que vu que je le vis bien et en rencontrant en fait toutes les personnes là, ça m'a fait encore plus prendre conscience que non, il y a un problème là en fin de compte. Donc j'ai créé cette méthode et puis
Et puis avec joie de peut-être demain vous former. Mais je crois que le message que je veux faire passer, c'est que pour moi, le handicap, comme toute chose, ça peut être une source d'inspiration. Et que mais en fait, peut-être que toi, tu vas être déclencheur d'inspiration parce que t'adores collectionner les cartes postales. Et en fait, je pense qu'il faut pas faire le chemin inverse, de faire basculer l'inspiration d'un autre côté, et que finalement, mais moi personnellement, je m'en fous quoi, que t'aies un handicap ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est une connexion entre nous. Et je crois que c'est aussi ma façon de changer les codes. C'est d'oser dire que le point de départ, c'est le handicap pour pouvoir dissoudre cette idée-là. Parce que pour moi, le jackpot, ça serait que dans quelques années, on n'ait pas besoin de faire d'événements comme celui-ci et que ça soit juste un festival de kiff où on s'éclate. Et que on puisse effacer ça et que ça soit juste un festival où on aime faire de la mode, du dessin. Pour moi, l'objectif, en tout cas de rêve, ça serait qu'on abolisse tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour juste se rappeler qu'on est juste humain, quoi. Ouais. C'est tout. Hier, on a parlé au téléphone et tu m'as dit quelque chose que je ressens personnellement et je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de dire, c'est que tu as transcendé ton handicap. Oui. Alors c'est un grand mot comme ça, mais moi, c'est ce que je ressens aussi et sans doute, c'est ce que j'entends aussi dans vos discours, c'est que de cette vulnérabilité, cette fragilité, on arrive à faire une force et qui peut effectivement inspirer. Alors moi, je suis pas très, j'ai pas envie d'être une leçon de vie ou une inspiration pour les autres, mais c'est dans le sens, voilà, mon handicap, j'en ai fait une force et je vous montre et je l'incarne vraiment. Alors, je te rejoins sur ça, c'est que moi, à la base, je me rendais pas compte. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, j'ai fait un truc qui, pour moi, reste dingue au point où j'en ai fait tatouer la date, c'est que j'ai fait une conférence TED. J'ai fait un TED Talks. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est des conférences dites inspirantes. Et sauf que moi, à la base, j'ai rien demandé. J'étais juste une jeune femme qui kiffait faire des projets sociaux. Et on est venu me chercher. Et on m'a dit, tu vas faire ça. Et franchement, le jour où on est venu me chercher pour faire ça, je dis, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que moi je raconte? C'est des trucs inspirants, quoi. Moi, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Et en fin de compte, on m'a fait prendre conscience que c'est tellement intégré, parce que tout comme toi, ça m'intéresse pas d'être sous les feux des projecteurs. C'est pas, franchement, j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Et pour autant, c'est quand même le cas. Il se trouve que c'est aussi pour moi accepter de reconnaître notre beauté et arrêter d'avoir peur que, on fait des trucs qui peuvent nourrir d'autres. Mais après, je crois que c'est au-delà de notre handicap. C'est pour ça que je parle de transcender. Pour moi, ça va au-delà de ça, quoi. Gabrielle, tu vas. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, Inès. Pour autant, moi, alors, je suis d'accord qu'une personne peut être une inspiration pour une autre, tu vois. Mais pour autant, je sais pas, on a un peu tendance dans notre société à vendre un peu la personne en situation de handicap comme un super-héros, tu vois, quelqu'un qui se bat au quotidien, qui est un super-héros, alors qu'en fait non, on n'est pas des super-héros, on est juste des êtres humains qui vivent, qui respirent, qui mangent, qui couchent avec quelqu'un, qui fondent une famille, enfin voilà, mais notre spécificité, effectivement, c'est notre handicap, mais ça fait pas de nous des super-héros, comme ça fait pas de nous des victimes éternelles. Moi, je tiens vraiment à ce que ce soit, à ce qu'on comprenne ça, parce que j'ai une histoire personnelle qui fait que une personne handicapée, ça peut être la personne la plus adorable du monde que vous puissiez rencontrer, mais ça peut être aussi le pire connard que vous puissiez rencontrer. Donc j'ai envie de vous dire, une personne handicapée, c'est un être humain comme tout le monde. Il a des qualités, il a des défauts, il peut être super gentil comme il peut être l'extrême contraire, voilà. Donc pour moi, en fait, la personne handicapée, elle devrait avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel être humain sans étiquette, en fait. Voilà. Ouais.
C'est vrai que héroïser les gens ou alors leur passer des horreurs qu'ils peuvent faire sous prétexte qu'ils sont en situation de handicap, bah ça relève du misérabilisme et c'est pas ok en fait, c'est infantilisant. Faudrait vérifier cette info, mais je crois que aux États-Unis, en même temps, les femmes elles pouvaient pas aller en prison, elles pouvaient pas être tenues responsables de leurs actes, et puis après ça c'est arrivé. Mais là, ça serait, c'est bizarre aussi. Des fois, on se dit ah bah non, il est en situation de handicap, c'est pas grave si voilà, on peut lui passer les trucs. Bah non, en fait, faut avoir la même rigueur, de dire mais non, ce n'est pas ok. Peu importe si t'es en fauteuil, en fait, voilà. Et on n'a pas à faire de différence. Après, quand on parle d'inspiration, je pense que c'est pas vraiment le fait que qu'on soit en situation de handicap qui soit inspirant. Il y a plein d'autres parcours de vie de personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ont des parcours particuliers, des parcours alors il est un peu galvaudé ce mot-là, mais qui sont résilients, qui ont fait d'une tragédie une force. Et c'est ça en fait, je pense, ce qu'on entend quand on dit inspirant. C'est pas du tout le fait d'être je te rejoins totalement, ni super-héros, ni victime, on est des personnes comme les autres. Parce que quand on me dit oh là là, vous êtes courageuse parce que je me suis levée le matin et que j'ai emmené mes gosses à l'école, on est d'accord que là il y a rien d'exceptionnel. Je serais d'accord avec toi je serais d'accord avec toi si en fait, tu vois, quand on n'aurait pas juste le Téléthon au mois de décembre et la semaine du handicap une fois par an, tu vois, si effectivement les personnes handicapées faisaient partie du paysage audiovisuel et cinématographique, on pourrait dire, bah oui, c'est bien, ce sont des personnes inspirantes comme les autres, mais en fait le problème c'est qu'on nous balance un héros à chaque fois qu'il y a le Téléthon, à chaque fois qu'il y a la semaine du handicap. Bizarrement il y a tout plein d'articles de super héros, super maman, super papa, mais sinon en dehors de l'année on les voit pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un veut encore Oui, alors juste pour rebondir, alors attention, je parlais d'inspiration comme tu viens de le dire. Je vais vous donner un exemple très concret parce que tu parlais en fait d'art. Mais moi, ça fait 10 ans que j'offre des lettres. Donc d'ailleurs, peut-être que après ça, vous aurez envie de recevoir une parce que c'est un truc participatif. Moi, j'offre des lettres dans lesquelles j'écris des poèmes. Mais en fait, j'écris des poèmes quand j'ai un élan vers un autre être humain. Parce que moi, je m'en fiche de justement est-ce qu'il est valide ou pas et tout. J'écoute un élan vers un autre être humain et en fait, pour moi, l'inspiration, elle est là. J'écris des poèmes à des gens que je trouve beaux et belles et j'ai envie de rappeler à tout un chacun parce que pour vous donner une idée, je suis quand même à 673 lettres depuis 2015. Et honnêtement, je suis presque sûre, j'ai pas fait de stats, mais ça pourrait être intéressant pour nos actions. Je crois qu'il y a presque que des personnes qui n'ont pas de handicap, quoique peut-être qu'ils en avaient, mais que je ne le savais pas. Et que pour moi, c'est important de rappeler ce que vous disiez mais en fait, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des expressions du vivant. Et en fait, l'inspiration, pour moi, elle est partout parce que je reste convaincue que nous sommes tous inspirants, beaux, belles, enfin, tous à notre façon. Et que pour moi, l'enjeu est plutôt de nous rappeler mutuellement que nous sommes tous vulnérables. Peut-être que vous allez vous trouver, tu parlais en fait tout à l'heure t'as des collègues qui sont plus en difficulté parfois que toi. Et en fait, moi, c'est pareil. J'ai des managers, ils pourraient être mes parents, voilà, ils ont souvent la cinquantaine et pour autant, ils sont dans des situations très compliquées, alors que c'est moi qui vis tout ça. Et pour moi, l'important, c'est de se rappeler que dans ces instants-là, nous sommes juste des humains. Et juste, je t'accueille dans ta vulnérabilité, je t'accueille dans ta puissance, et ça m'est égal que tu aies un handicap. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt là arrêtons de nous stigmatiser et rappelons-nous plutôt ce qui nous rejoint. C'est pour ça qu'on parlait de votre approche de la mode, où je t'ai dit, je crois que tu vas me permettre d'assumer que j'adore la mode, mais je pense que j'aime la mode telle que vous la proposez parce qu'elle est humaine et qu'elle arrête de faire le chemin inverse. C'est un peu comme avec en fait l'égalité femmes-hommes ah non, oui au matriarcat, mais non. Oui à l'humain, c'est tout. Donc oui, c'est juste pour préciser, histoire que ça soit déposé. L'inspiration, c'est
c'est dans ce sens-là que je l'entendais, parce que je te rejoins complètement. Mehdi? Ouais, je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Tu parles de managers qui ont du mal, mais je pense à tout à chacun, parce que l'école, on va dire notre parcours traditionnel, nous apprend pas à affronter ce que la vie nous réserve, de un, et elle nous apprend pas à nous comprendre les uns les autres. Et dernier point, elle nous apprend pas à nous connaître soi-même. Et je pense que la plupart des gens, pour arriver donc à se dépasser et avoir confiance en soi, faut d'abord apprendre à se connaître par cœur. Et tant que les gens n'auront pas fait ce travail d'introspection et d'apprendre à savoir comment ils vont réagir en toutes circonstances, que ce soit face à la joie, la tristesse, peu importe quelle situation, voilà. Et une fois qu'on aura fait ce chemin-là d'abord avec soi-même et ensuite apprendre à comprendre les autres, ben on restera dans ce schéma-là en fait, tout simplement. C'est exactement ce que disait Catherine dans les témoignages, où elle partait du macro et où elle disait que chacun doit faire son chemin personnel pour qu'ensuite tous ces chemins, toutes ces introspections aboutissent à quelque chose de commun et de beau dans toute notre diversité. Est-ce que dans le public, quelques personnes veulent intervenir, réagir, peu importe? Je pense que la personne qui avait le micro, elle est partie. Elle s'est barrée avec. Julie. Question. J'écoute. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, bonjour à tous. Je vous connais tous. Il y avait une question qui m'a interpellé par la première, qui est: est-ce qu'il y a des mots qui vous dérangent? Moi, la question de la première, est-ce qu'il y a des comportements qui vous dérangent? Ah oui. Ça, c'est différent. En fait, je vais vous, ça arrive à tout le monde dans la table ronde, ça arrive à tout le monde. Hier, j'étais manifesté à Paris pour la cause du handicap, pour nos droits, pour l'égalité des chances, pour tout ça. Et en rentrant, en allant, quand je suis arrivé là-bas, parce que j'avais pas réservé Accès Plus, c'est encore un détail qu'il faut toujours tenir en compte. Il faut réserver un service pour monter dans le train et descendre du train. Sinon, on rentre pas et on descend pas. Et en sortant, la personne qui m'a sorti, je voulais juste lui prévenir que je rentrais à telle heure avec des personnes qui avaient réservé du coup ce service-là. Donc, il m'a greffé juste à ce service. Et la personne a commencé à parler à la personne à côté de moi, pour moi. Et alors, je suis quelqu'un de très calme, en général. Pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un de très calme. Et je lui dis une fois: monsieur, vous me parlez à moi, quand il s'agit de moi. Et il a continué à parler à la personne à côté. Et j'ai crié: monsieur, regardez-moi dans les yeux, c'est à moi que vous parlez. Ici. Et quand je suis allé à son bureau, le monsieur était fâché. Parce que je criais dessus. Et il me disait que j'avais manqué de respect. Ben non, c'est pas moi qui t'ai manqué de respect, c'est vous qui m'avez manqué moi de respect. Le respect, c'est mutuel, et ça se mérite aujourd'hui. Je suis désolé, mais voilà. Donc, plutôt des comportements qui nous dérangent, oui, pas des mots qui nous dérangent, parce que les mots, on peut les changer vite fait, mais les comportements, il faut du temps pour les changer. Effectivement, voilà. Oui, je te rejoins. Les mots dans le champ du handicap, ils ont beaucoup évolué. Avant la loi de 75, on parlait d'estropiés, on parlait d'amputés, on parlait je trouve plus le mot exact, mais et puis la loi de 75 a dit non, on va plus parler d'estropiés, etc. On va parler de personnes handicapées. Et puis la loi de 2005 a introduit la notion de en situation de, parce que on a compris, jugé que l'environnement avait aussi son rôle à jouer dans la situation de handicap de la personne. Moi, comme tout à l'heure les autres disaient, on peut dire t'es handicapé, t'es une personne handicapée, t'es une personne en situation de handicap. On n'a pas de souci, c'est vrai, avec les mots. On en joue même entre nous. On adore mettre un petit peu les gens mal à l'aise. Voilà, c'est de bonne guerre. Par contre, effectivement, je te rejoins sur les comportements et je vais sortir de mon rôle d'animatrice pour donner un exemple.
je me promenais avec mon mari dans une galerie marchande de Strasbourg et on croise une femme qui le regarde et qui lui dit avec un air très compatissant « Bon courage ». Et on était très pressés ce jour-là parce que je pense que si on n'avait pas dû aller à ce rendez-vous, on l'aurait suivi et on lui aurait expliqué que elle avait été sinon maladroite, en tout cas vraiment pas délicate. Et c'est ça en fait, ce qui peut être difficile au quotidien, c'est ce genre de remarques qui, moi, me met dans une situation. Elle m'infantilise, elle me misérabilise et elle met mon mari dans la situation du super-héros, du saint homme qui partage sa vie avec une femme handicapée. Ça, c'est compliqué. J'imagine que vous avez tous des anecdotes. Moi, comme Kendrick, j'en ai eu. Ça marche encore. Un, deux. Ouais, c'est bon. Ouais, j'en ai eu un il y a pas si longtemps que ça où elle m'a regardé un peu bizarrement, pareil, une dame, et elle m'a dit dans le même style que toi, mais en fait, le problème des comportements, c'est que là où je te rejoins sur les mots, c'est que le comportement est le vrai miroir de la pensée des gens. Et avec un mot, tu peux cacher une pensée, parce que voilà, c'est comme ça, hein, ça définit. Mais ouais. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant, j'ai eu un trou de mémoire, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, mais j'ai oublié, mais... Ouais, mais c'est toujours, oui, des bons courages. Ouais. Vous êtes formidables. C'est, voilà. Ouais. Alors, je te rejoins sur les comportements et ça me fait rebondir sur ce que tu disais d'où l'importance de, à mon sens, prendre soin de la relation à soi pour espérer transformer les comportements. Après, alors moi, les comportements, c'était en fait, c'était parce que maintenant je suis plus vigilante, c'était dans les hommes avec qui j'ai cheminé. Pourtant, justement, je leur explique parce que à la base, ils me rencontrent, ils me trouvent justement inspirante, n'est-ce pas? Super. Oh là là, tu fais plein de trucs, c'est super. Sauf que quand je leur explicite, il y a des handicaps, tutti quanti, etc. Et ben pour autant, ils ont des comportements que aujourd'hui, en tout cas, je n'accepte plus. Et que maintenant je suis vigilante par rapport à ça parce que je me dis non, c'est pas ok quoi. Il y a des comportements et justement c'est tellement dans la culture que aujourd'hui je prends du recul et je me dis mais en fait c'est hyper violent ce qu'on a pu me renvoyer, le fameux c'est trop, parce que moi mes handicaps ils se voient pas, il y en a beaucoup qui sont psychiques. Alors ah non mais c'est trop, ah non mais là on peut pas faire ça, non mais c'est trop ci, c'est trop ça. Et justement pour moi, c'était encore plus heurtant dans l'intimité, tu penses qu'il y a quand même cet espace sécure et tout, et en fin de compte, non. Donc les comportements, moi, ça m'a appris à quand même ne plus minimiser le fait que c'est pas ok, et que justement, c'est pas parce que ça va, je suis détendue, je les vis bien, que je pense que c'est important de le dire quand il y a des comportements qui sont pas ok. Et d'ailleurs, qu'on soit porteur de handicap ou pas, d'oser signifier, comme tu as pu en fait le faire, de pouvoir dire non mais c'est à moi que tu parles, de le dire et d'oser dire peut-être des mots qu'on n'a pas l'habitude, et je pense qu'à un moment il y a quand même des limites à ne pas franchir, et le manque de respect, je pense que ça va quoi. À un moment on veut bien être détendu, open, cool et tout. Moi en tout cas c'est ça, c'est les comportements que je supporte pas. Le manque de respect, tu peux me parler de tout, mais sur ça, maintenant, je suis beaucoup moins laxiste. Mais là, tu vois, j'ai le maître du temps là-bas qui me regarde. On va juste prendre, une dernière intervention. Ouais, je disais, tu vois, ce type de comportement, c'est pas forcément propre à la personne valide. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est une question d'éducation, où je sais pas d'où ça vient vraiment, mais voilà, quoi. J'ai aussi eu des comportements d'irrespect avec une personne handicapée qui était en situation de handicap. Donc pour moi, ce n'est pas un comportement propre aux personnes valides en fait. D'accord. Oui. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges. J'espère qu'on aura pu apporter un petit peu
d'eau à vos moulins de professionnels et puis de personnes aussi, pas forcément du médico-social, mais concernées ou curieuses des questions qu'on a abordées aujourd'hui. Pour la suite, je vous invite à participer à la fresque participative qui se trouve au fond du hall, à aller poser votre petite patte. Et puis, il y a l'exposition à mon corps dérangeant de Jérôme Deya, le photographe qui est sur place et qui peut vous expliquer son travail sur ces couples qui, effectivement, peuvent déranger un peu et qui sont absolument pile poil dans l'idée de la journée. Voilà, on vous remercie pour votre attention et votre présence. Parfait. Merci beaucoup Amélie. Effectivement, on vous remercie sincèrement pour votre attention, d'être venu. L'objectif étant que ce festival se reproduise, alors pas tous les ans, sinon on va tous mourir, c'est un chien anti-magir, mais au moins peut-être tous les 2 ans. Si vous voulez bien répondre au questionnaire pour qu'on puisse au fur et à mesure améliorer ce qu'on vous propose. En tout cas, pour notre part, on est ravis de cette journée, très heureux du déroulement, et je pense que s'il y a un mot à retenir de la journée, s'il vous plaît, on estime qu'une personne en situation de handicap est une personne avant tout, et qu'on considère la personne comme une personne avec ses besoins spécifiques et surtout ses qualités et ses compétences. Merci beaucoup.